Planet Institute. La capacité à la réflexion éthique diminue avec le nombre d'années passées dans une école d'ingénieur. L'empathie diminue avec le nombre d'années passées dans une faculté de médecine et la capacité à coopérer diminue avec le nombre d'années passées dans une business school. Bienvenue à la série Pouvoir d'apprendre, pouvoir d'agir du Learning Planet Institute. L'éducation sert à promouvoir l'égalité des chances, orienter les élèves et développer les compétences nécessaires pour l'insertion professionnelle et la participation citoyenne. Mais l'éducation est aussi un système subi, sanctionné par l'État, l'école, les parents. En mettant l'accent sur la performance individuelle plutôt que l'intelligence collective, nous formons des élèves certes évalués, mais pas toujours outillés pour transformer positivement le monde. Il y a urgence à prendre en compte les coûts humains, psychologiques et environnementaux de nos apprentissages. Donner le pouvoir d'apprendre, c'est donner le pouvoir d'agir. Pour démarrer cette série, retour sur le 24 janvier 2024, Journée internationale de l'éducation et un épisode enregistré live devant un public. Nous sommes réunis ce jour, jour de la Journée internationale de l'éducation, pour réfléchir au thème « Pouvoir d'apprendre, pouvoir d'agir ». Nous accueillons sur le plateau Jean-Pierre Gou, ancien chercheur, mais je dirais une fois chercheur, toujours chercheur. Donc, chercheur en mathématiques et entrepreneur, spécialiste de la transition écologique et énergétique. Il est également président de l'ONG One Home, auteur de la saga Siècle bleu et de la saga Révolution bleue, à paraître le 1er février 2024. Dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Oui. Même quelques mauvaises. Toutes les librairies sont bonnes. Toutes les librairies sont bonnes. Magali Payen est la fondatrice d'Imagine 2050 et du mouvement activiste On est prêt. Elle cherche à advenir un nouveau monde, plus respectueux du vivant et de la justice sociale, par l'influence culturelle et l'accompagnement de leaders culturels et par l'activisme. François Tadei est fondateur et président du Learning Planet Institute, chercheur de renommée internationale à l'INSERM. Il se dédie désormais aux sciences de l'apprendre et en particulier à la notion de planetism, afin de permettre à chacun d'entre nous d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. François plaide pour une collaboration à grande échelle afin de construire, avec le soutien notamment de l'UNESCO, une planète apprenante et le développement de communautés d'apprentissage travaillant ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable. Et sur le plateau également, Jade Verda, chorégraphe et artiste plasticienne. En mars 2023, elle expose La Toile Totale au Consulat Voltaire à Paris, une grande installation qui matérialise, sous forme de toile d'araignée, les liens d'influence de Total Energy. En 2021, elle cofonde le collectif Minuit 12, dont elle est la directrice artistique. Issue d'un univers contemporain et acrobatique, elle danse dans le documentaire Pourquoi on se bat et participe à son écriture. Elle est également diplômée en philosophie et sciences sociales. Ses recherches portent sur le corps et l'écologie. Et tout au long de cette conférence, nous serons accompagnés par 2 étudiants inscrits en master dans notre école universitaire de recherche. Ils rougissent déjà. Lola Kengan et Maxime Velli. Leur podcast Solarpunk Manifesto est un des 3 podcasts retenus par la conférence Limit No Limit, organisée par l'École nationale supérieure de la création industrielle. Je vous remercie de les accueillir. Jean-Pierre, première question. Est-ce que changer le monde, pour vous, s'apprend ? En tout cas, je ne sais pas où, parce que sinon ça se saurait. Donc je pense que ça fait partie des choses que je cherche, quoi. Et on est nombreux à chercher. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des réponses dans certains contextes, et je pense qu'il n'y a pas de façon générale de changer le monde, mais ça nécessite déjà, je pense, de comprendre comment fonctionne l'humain, de s'intéresser à l'autre, de comprendre la planète si on veut essayer de
changer notre rapport à la planète. Et je pense il faut beaucoup d'humilité quoi, pour changer le monde. Et puis, il y a une question de posture aussi, de se positionner souvent en sauveur. Enfin, tous ceux qui ont fait de la psychologie savent que souvent on cause plus de dégâts qu'autre chose, quoi. Et moi, je suis plutôt dans la posture du fait que quand on est dans des positions de blocage, là, qu'on a évoquées, en fait, il y a déjà des choses qui ruminent en nous et qu'il faut faire éclore. Et c'est plutôt l'accompagnement du changement qui est déjà en nous, plutôt que de vouloir forcer des changements qui seraient pas là. Et vous parliez, enfin, voilà, tous de cette jeunesse. Et moi, je j'aime pas du tout ce mot de cette jeunesse parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir jamais été considéré comme un jeune, d'avoir toujours eu des rapports avec des adultes qui étaient extrêmement fluides. Et on m'a jamais dit: «Tu es jeune, tais-toi» et cetera, ni mes parents, ni ailleurs. Et je sais que c'est une chance. Et moi, je sais que quand je m'adresse à des jeunes, je m'adresse pas à eux en tant que jeunes, je m'adresse à eux en tant qu'individus, qu'ils aient 6 ans, 12 ans, 14 ans, 22 ans, et cetera. Dans les entreprises que j'ai gérées, c'était toujours le cas. Et moi, j'ai toujours été enfin, sidéré par leur maturité et encore plus aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 14 et 16 ans. Chaque fois qu'ils viennent déjeuner avec leurs amis, j'écoute, en fait. Moi, je leur dis rien et je suis sidéré par la maturité de ces générations. Et je crois que notre génération, le premier devoir, c'est justement enfin, de sortir de ces clivages, comme vous expliquez, où on tape sur ces jeunes et où ouais, on les infantilise, on les met dans cette classe en disant: «On peut vous écouter, nous, le monde, c'est une affaire d'adultes». Pour moi, je vois ça comme un continuum. Et évidemment, c'est eux qui vont habiter cette planète plus longtemps que nous, donc même leur voix devrait être prépondérante. Et je crois qu'il y a vraiment ce changement de posture, enfin, en psychologie, en analyse transactionnelle, ça a été beaucoup étudié, mais à partir du moment où vous avez un regard, condescendant sur une génération, en fait, déjà, ça change tout le propos. Et de se considérer à égal, ça, je pense que c'est quelque chose, bah, que vous faites ici au Learning Planet Institute, où la communication entre enseignants et enseignés, elle est beaucoup plus horizontale. Et voilà, donc changer le monde, ça s'apprend. Je pense que ça part déjà de ça, de pas être dans une communication descendante et d'être dans l'écoute et de se dire que cette génération, justement, parce qu'elle s'inquiète, etc., elle a beaucoup plus de choses à dire qu'on ne pense là-dessus. Et voilà, et moi, j'écris des romans, c'est une grosse partie de mon activité là depuis quelques années. Et dans le prochain roman qui s'appelle La Révolution bleue, qui raconte une révolution, une transformation écologique et sociale mondiale qui émerge très bottom-up, citoyenne, et dedans, les jeunes, enfin, même si j'aime pas ce mot, jouent un énorme rôle, et pas un rôle, on va dire, de lutte contre une classe adulte, mais juste de montrer, démontrer la force de vie qu'ils ont. Et l'héroïne principale, le roman s'appelle La Petite Princesse, le premier tome de la saga Révolution Bleue. On le fait en commun avec la Fondation Saint-Exupéry, parce que pour la petite histoire, Saint-Exupéry avait promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince avant de mourir, qui devait s'appeler La Petite Princesse. On n'a jamais retrouvé le manuscrit. On a retrouvé la lettre dans laquelle il a fait cette promesse il y a 3 ans seulement. Et moi, j'ai écrit ce roman-là qui n'est pas un remake du Petit Prince, mais c'est l'histoire d'une petite fille qui a 8 ans et qui détient, parce qu'elle a un grand cœur, le pouvoir d'activer la métamorphose de l'humanité. Et cette petite fille, elle est comme le Petit Prince, comme Tistou l'épouse vert, c'est-à-dire elle refuse de voir les choses comme on lui dit de les voir. Elle essaye de garder son regard d'enfant. Et tout à l'heure, on parlait, voilà, de ces adultes où on semble qu'ils n'aient pas été enfants. Et je pense que c'était un des messages du Petit Prince, de toujours nous rappeler qu'on a été enfant. Et c'est pas juste de redire il faut être enfant, on a l'âge qu'on a, mais c'est de garder cette ingénuité de regard sur le monde qu'on a tendance à perdre. Le regard s'use avec les âges. Et je pense que la jeunesse du regard, c'est de regarder le monde tel qu'il est. Et aussi avoir une capacité de rêver que les choses puissent être autrement. Donc le rêve joue un grand rôle dans ce roman. Voilà, donc je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais en tout cas, je pense que enfin, il y a beaucoup de choses à désapprendre avant de pouvoir changer le monde, avant d'apprendre. Voilà, merci. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais les applaudissements témoignent du bien fondé du propos. Et nous avons, là, vous évoquez aussi la question un peu de posture, de positionnement. Et donc, la question que
qui suit pour moi, c'est dans la construction de ces profils, comment on peut prendre en compte leur diversité et la diversité des capacités que démontrent les jeunes dans leur apprentissage. Alors, peut-être c'est une question que je peux ouvrir à la fois à Magali et à Jade, pour revenir aussi à la question de agency, dans ce sens de comment on peut l'incarner. Est-ce que c'est aussi une performance corporelle? Je commence. Alors, moi, ce que j'essaye de faire justement avec mes différentes activités, ça répond beaucoup à ce que disait Jean-Pierre, à savoir détricoter ces croyances dans lesquelles on a pu s'empêtrer avec l'âge et mettre de la lucidité en fait sur les mythes qu'on s'est construits collectivement. Et ça, la jeunesse, les plus jeunes, ne sont pas encore empêtrés dans ces pièges de l'imagination. Je pense à ces grandes règles sociales comme l'argent, qui est la fiction qui a le plus réussi à ce jour, l'économie, les lois, etc. Et aujourd'hui, les adultes nous expliquent que c'est trop difficile de changer le monde. euh, et le réalisme, c'est justement de se rendre compte à quel point c'est difficile. Alors que, ben non, la jeunesse a justement cette lucidité de se dire que le réalisme, au contraire, c'est de se rendre compte que ce qui est immuable, en fait, c'est les lois de la nature, c'est les lois du vivant. Et que l'enjeu, c'est d'adapter ces grands mythes de société à ces lois de la nature. Donc, je trouve que le dialogue, il est d'autant plus important à faire parce qu'elle nous rappelle cette sagesse fondamentale, cette jeunesse. Et paradoxalement, malgré sa jeunesse, elle a aussi beaucoup plus conscience de la finitude et de la mort. La question de la mort, c'est souvent quelque chose qui revient chez les plus jeunes et qu'on oublie complètement quand on est adulte, d'autant plus quand on est fan d'intelligence artificielle. Euh, Bon, bref, la petite blague, c'est quand même, enfin, c'est pas une blague, c'est terrifiant. C'est qu'aux États-Unis, enfin, notamment à San Francisco, ce qui anime les débats pendant les dîners, c'est vaincre la mort. Voilà, c'est leur obsession, vaincre la mort. Et adulte, ça veut dire adultima, c'est-à-dire aller vers sa propre fin. Est adulte celui qui a travaillé sur sa mort et sur la finitude. Et aujourd'hui, euh, quel que soit l'âge, je trouve qu'il y a très peu d'adultes dans cette société et que faire ce travail-là, ça nous permettrait de travailler également sur la finitude au sens large et également les finitudes que nous offre la planète Terre. Et ce qu'on essaye de faire avec Imagine 2050 et avec On est prêt, c'est justement de porter cette voix des scientifiques qui essayent d'alerter depuis des décennies sur la gravité et l'urgence de la situation, la nécessité de changer en profondeur et rapidement notre mode de vie, notre manière de faire société, notre paradigme. Et ces scientifiques ont l'impression de crier dans le désert. C'est pour ça qu'ils ont lancé Scientifiques en rébellion pour certains. Il y en a certains qui sont attaqués en justice, il y en a certains qui sont licenciés de leur travail pour la parole qu'ils portent. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec les leaders culturels pour qu'ils soient les relais de cette parole scientifique. Donc les leaders culturels, ça va être les artistes, les journalistes, les éditeurs de livres, les éditeurs de jeux vidéo, les musiciens, etc. Et les influenceurs. Donc on parle beaucoup des réseaux sociaux. Il y a le pire et le meilleur sur les réseaux sociaux. Et pour autant, c'est là qu'aujourd'hui est la jeunesse. C'est sa première source d'information. Donc, si on cherche à s'adresser à cette jeunesse, on ne peut pas faire autrement que passer par les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'on cherche à faire avec On est prêt, c'est justement de travailler avec ces influenceurs. Depuis 2018, on a travaillé avec plus de 500 d'entre eux. Et là, on a mis en place des résidences de 3 jours dans la nature où on les adresse au niveau de la tête, du cœur et du corps pour essayer d'opérer une transformation. Et on a vu que ça marchait au-delà de nos espérances. Et Elsa parlait du sentiment d'imposture. Ben, ce qui nous revient sans cesse de leur part, c'est qu'ils se sentent illégitimes et qu'ils vivent trop de paradoxes pour prendre la parole. C'est aussi ce qu'on entend chez la jeunesse, en fait. Donc la difficulté à sans capacité, désolée, j'ai pas de jolis mots français pour empowerment, hein, mais les deux blocages à l'empowerment, à l'encapacitation des leaders culturels, des influenceurs et de la jeunesse, c'est principalement ces deux choses-là, la légitimité et le sentiment de paradoxe. Donc nous, on va travailler à leur expliquer que cette histoire de paradoxe, en fait, dès le moment où on est sur Terre, on est
dans le paradoxe. La perfection n'est pas de ce monde tant qu'on est humain. Enfin, je veux dire, je parle, j'expire du CO2. Enfin, bon. Donc, faut jouer avec cet équilibre et arrêter de chercher cette perfection divine pour oser prendre la parole et agir. Et sur le sentiment de légitimité et d'illégitimité, même un scientifique, le meilleur scientifique du monde sur le climat, peut se sentir illégitime parce qu'il se rend compte de l'étendue de son ignorance sur son domaine à lui et il n'y connaît rien non plus aux autres domaines. Et pour autant, ça n'empêche pas de saisir dans ses tripes, de saisir intuitivement la gravité de la situation et il ne faut pas attendre de croire être omniscient ou maîtriser suffisamment un problème pour se dire que on a le blanc-seing pour passer à l'action. Encore une fois, dès le moment où on est vivant, on a cette responsabilité morale de prendre soin, comme dit François, de soi, de l'autre et du vivant et de la planète. Voilà. Merci. Jade? Je vais peut-être répondre sur la question de l'incarnation plutôt, parce qu'en fait, cette question de l'incarnation, souvent on dit: «Oui, il faut incarner les luttes, il faut avoir», et on le pense dans le sens, il faut avoir des têtes de proue, des figures et un peu des symboles forts, des gens sans paradoxe, des gens parfaits qui doivent incarner. Mais pour moi, l'incarnation, c'est la carnation, c'est-à-dire, la peau, le corps, hem et heu et dans ce sens-là, la posture, par exemple, quand je dis que je fais de la danse pour parler d'écologie, c'est en mode: «Bon, OK, mais c'est un peu loin et tout». Mais la posture, c'est par exemple, je me mets face, à un CRS devant le blocage de Total et je me mets à danser, mais lui, il me lance des gaz lacrymaux. Là, la posture, c'est sa violence face à ma danse, qui est complètement, contrastée, qui est complètement, étrange et la posture corporelle, ce qui est fascinant, dans cette posture-là, c'est qu'elle est intrinsèquement liée avec l'altérité. C'est-à-dire que mon corps, il est pris dans le tissu du monde, il est pris dans le rapport aux autres et quand je danse toujours collectivement, je danse toujours face à quelqu'un, je danse toujours dans un rapport, à l'espace et l'incarnation, c'est cette capacité de se lever physiquement, de prendre la parole, d'un peu hésiter, d'avoir peur, de le ressentir physiquement cette peur et surtout de la lier collectivement. Hem, Quand on pense incarnation avec ces grandes figures et ces têtes de proue, je pense qu'on devrait beaucoup plus penser collectif et c'est pour ça, nous, qu'on a monté un collectif qui s'appelle Minuit 12 on fait de la danse et de l'activisme. Mais en fait, on a vraiment cette posture de collectif. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est moi qui parle, mais ça pourrait être Justine ou Pauline. On est interchangeables et pour autant, on ne dit pas la même chose et on est complémentaires là-dedans. Et sur cette question de la diversité, c'est aussi dans cette incarnation-là qu'il y a la diversité parce que nous, dans le collectif, personne n'a le même style de danse et ça peut paraître anodin, mais c'est absolument majeur. C'est-à-dire que on se retrouve en répète. Il y a quelqu'un qui fait du hip-hop, qui fait du locking, du walking, l'autre qui a une formation classique, moi acrobatique, donc enfin plutôt gymnaste. Euh, et en fait, il faut qu'on trouve à cet endroit-là les intersections pour danser ensemble, alors qu'on n'a vraiment pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes vocabulaires, on n'a pas les mêmes histoires. Et c'est aussi nos danses, c'est aussi le résultat de nos histoires, là où on a grandi, ce qu'on a fait, avec qui on a échangé, qui ont été nos profs. Et là, il faut qu'on trouve, et on est réunis pourquoi? Parce que là, on est en train de faire une créa où on va danser peut-être pour une action militante, donc je sais pas, devant le siège de Total, mais peut-être qu'on va danser aussi pour une pièce et on est réunis parce qu'on a ce même questionnement, ces mêmes interrogations, ces mêmes paradoxes sur l'avenir, sur la nature. Et dans ces moments-là, on trouve dans cette diversité, on trouve des choses qu'on n'est pas capable de faire seul. Mon corps, je peux pas faire il y a des choses que j'ai vraiment découvertes dans ma manière de danser au contact des autres et je trouve que l'incarnation, elle peut être collective et elle peut totalement, hem et elle est plus belle et elle est plus diverse et je trouve que de manière générale, cette question de la diversité, nous, c'est l'angle des styles de danse, mais en réalité, c'est, mmh c'est pas juste, par exemple, on veut recruter des gens diversifiés, mais si les gens qui recrutent sont pas diversifiés, ils vont pas recruter des gens diversifiés ou ils vont le recruter avec un certain biais. Par exemple, imaginons moi j'ai une compagnie de danse contemporaine, je veux recruter, des danseurs hip-hop et je vais dire: «Ah, je vous ai vu à une battle, non, non, non». Sauf qu'en fait, on dit pas une battle, on dit un battle et genre, j'ai pas le vocabulaire et je suis complètement en train d'essayer de m'approprier quelque chose qui est
et que je vais pas parler du coup à ces personnes et à cette communauté. Et donc il faut absolument, et ça se voit dans la manière dont on chorégraphie, qu'il y ait tout le monde dans sa diversité, qui soit dans les instances de décision. Nous, c'est quel mouvement on fait, mais quelle décision politique on prend, qui on recrute, c'est exactement la même chose. Et donc, voilà, pour conclure sur cette question de l'incarnation, et je rejoins totalement le côté des paradoxes. Il faut complètement assumer les paradoxes et cette vie beaucoup plus imbriquée, beaucoup plus complexe. Souvent, par exemple, on veut me ramener à oui, j'ai grandi dans la campagne, je viens d'une famille d'agriculteurs et on veut que j'en parle. Mais en fait, pas du tout. Enfin, en fait, oui, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs et donc oui, je sais aussi très bien que je connais très mal l'agriculture et je sais très bien aussi qu'on me reproche d'avoir fait des études en ville, donc d'en être éloignée. Donc en fait, tout ça, c'est hyper paradoxal et je vois pas pourquoi je devrais incarner quelque chose de manière très linéaire, binaire, alors qu'on est composé de ces paradoxes et de cette diversité et de ce collectif. Merci beaucoup. Jade, merci. Alors, pendant que le micro est Can I- en train de retrouver François, parce que voilà, il y a un petit appel des pieds, je So passe can la I parole add- à Maxime. Okay. Can I add something Est-ce to que je the peux ajouter question? quelque chose? I wanted to say that I think dance is a good Je pense que la metaphor danse not est une only bonne for métaphore, action, pas but seulement en actually termes what Magali d'action, mais talked aussi about par in rapport terms à of ce qu'a dit Magali en termes d'éducation, educating en people, utilisant using différentes different sources. sources, for example, influencers to educate people Par on exemple, current éveiller les stance gens sur of les the world, problématiques actuelles comme ecology and l'écologie. such. But I think what's important to realize is Mais that c'est important aussi when de you se rendre just give compte que si people on donne ces information, it informations might brutes aux experience gens, eco-anxiety ils peuvent very ressentir de quickly. It's a l'éco-anxiété, very suffocating feeling to just suddenly become aware of how et bad ça peut être things are oppressant going de se rendre compte d'un seul in the coup que les world in choses vont regards mal, to que ce soit en ecology matière or d'écologie ou de problèmes social sociaux. problems. And then, because we are indeed raised without a feeling that, Et donc on peut avoir le we sentiment qu'on ne can peut do rien something faire pour about it changer les because it's choses, too hard to car c'est change, trop then compliqué, it becomes et even c'est là que more ça peut devenir pressing and even contre-productif. sitting. So it's just suffocating. And for me, I think art Et and pour moi, la dance danse, movements les arts are et le mouvement en very crucial général sont des aspects vecteurs in fondamentaux pour expressing partager and ces idées. sharing Car the sans collective ça, thought, on because pourrait juste otherwise we're rester not chez going to nous be, déprimés, à se because dire qu'on est otherwise we're just going to impuissant, sit at home à and la get place depressed d'agir et de changer instead les of choses. actually having a feeling that we can do something about it. Ouais, je rebondis juste très brièvement là-dessus parce qu'après, je crois qu'on parlera plus longuement d'éco-anxiété. Mais effectivement, moi, je trouve que l'outil le plus puissant face à tout ce qu'on fait face en ce moment-là, c'est la joie. Et je trouve que c'est terriblement subversif parce que la grande maladie du 21e siècle, c'est la dépression et notamment l'éco-anxiété. Enfin, c'est plus large que l'éco-anxiété, hein, parce qu'avec les guerres, enfin voilà. Et reconnecter à la joie, c'est reconnecter à l'éros, c'est reconnecter à la pulsion de vie. Et la joie se traduit notamment par les corps. Donc je suis complètement d'accord. Et l'écologie, son grand enjeu, c'est de redevenir cette incarnation de la joie et de la solution et de la proposition. Merci. Alors, François, Jade parle ou dit, quand je danse, c'est toujours collectif. Donc ça va à l'encontre de la notion d'individualisme qu'on vient de citer. On a évoqué finalement le manque de traduction française adéquate pour des termes comme agency ou empowerment. Jean-Pierre nous dit aussi que finalement il faut apprendre à désapprendre. Et là, nous évoquons un peu cette notion de comment lutter contre cette anxiété collective. Et je vais évoquer un terme que François, tu cites parfois, c'est collective agency contre collective anxiety. Et ça me rappelle évidemment la notion sur laquelle tu as beaucoup travaillé. Nous avons longuement discuté, qui est celle de la société apprenante. Merci. C'est pas facile d'intégrer tout ce qu'on s'est dit et d'essayer d'apporter une petite graine. Je vais peut-être repartir de ce que tu disais. Je connaissais pas Ad Ultima, mais j'ai entendu et ça a beaucoup résonné. Ça a résonné avec ce que disait Confucius, qui disait qu'on a 2 vies et que la deuxième vie commence quand on sait qu'on en a qu'une. Donc peut-être qu'un adulte est quelqu'un qui est dans sa deuxième vie. Je pense que c'est vrai des individus, je pense que c'est aussi vrai de notre espèce.
Et donc, est-ce qu'on prend conscience du fait qu'on est une espèce qui, comme les autres, a des risques d'extinction, mais la nôtre a cette spécificité de pouvoir créer sa propre extinction et de le faire à court terme. Donc, on le sait au moins depuis Hiroshima. Mais je pense qu'on invente régulièrement de nouvelles manières de le faire, ce qui est quand même assez particulier et qui pose tout un tas de questions éthiques. Et Hiroshima, il y avait quelques personnes responsables qui pouvaient appuyer sur le bouton rouge, quoi. Aujourd'hui, c'est ce que tu disais, dès qu'on respire, quelque part, on lâche du CO2. Donc, on est tous un peu responsables du changement climatique et de ce genre de scénario. Donc, comment est-ce qu'on peut être aussi éthique que possible? Et donc, ce qu'on a entendu de Marine, c'est que les valeurs, c'est ce qui manque le plus. Alors, juste trois données dans l'enseignement supérieur sur lesquelles j'essaie de réfléchir le plus parce que je pense que c'est un des lieux d'incarnation de cette hyper-compétition et tout ça. L'enseignement supérieur, ce qui a été montré, c'est que si vous êtes un étudiant en école d'ingénieur, et on est quelques-uns à y avoir été, dans les pays où on le mesure, on l'a pas fait en France, comme ça on est tranquille, on n'a pas de fièvre. Dans les pays où on le mesure, la capacité à la réflexion éthique diminue avec le nombre d'années passées dans une école d'ingénieur. L'empathie diminue avec le nombre d'années passées dans une faculté de médecine et la capacité à coopérer diminue avec le nombre d'années passées dans une business school. Donc, quand tu nous dis que les étudiants demandent plus d'éducation aux valeurs, ils ont peut-être pas forcément lu ces études, mais ils ont très vite compris ce genre de choses parce que le système est hyper compétitif et les amène à abandonner les valeurs dont on sait par ailleurs qu'elles sont très spontanées chez les tout petits. Ça fait partie de l'éthique spontanée sur laquelle on est. Et donc, l'éthique est pas spécialement enseignée. Alors, on peut la découvrir dans des séries du genre The Good Place. Moi, j'aime bien, mais voilà, chacun le fait à sa manière. Aristote le faisait à sa manière. Et pour lui, l'éthique de l'action, ce qu'il appelait la phronésis, c'était essentiel. Et l'éthique de l'action, c'est les conséquences de mes actes sur moi et sur les autres, sur le court terme et sur le long terme, sur le local et sur le planétaire aujourd'hui. D'accord ? Et donc, on a besoin de penser une éthique planétaire. Et cette éthique planétaire, elle n'est pas évidente parce qu'on est hyper individualiste. Déjà, on l'a beaucoup dit, on est aussi individualiste en termes d'État. Les États pensent qu'ils vont s'en sortir tout seuls. En l'occurrence, le changement climatique, il n'y a aucun État qui peut régler le problème seul. De même que le Covid, personne ne pouvait régler le problème seul. Et que l'arrivée de l'IA et ses impacts, là aussi, il n'y aura pas de frontières. Et que donc, ces problèmes sont des problèmes planétaires. Et donc, on a ce qu'on appelle des biens communs planétaires. Et on a besoin d'apprendre à gérer ces communs. Et on a besoin d'apprendre à le faire. Il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel d'économie, qui était la première femme à l'avoir eu d'ailleurs. C'est pas tout à fait un hasard, Elinor Ostrom. Et elle a expliqué que la gestion des communs, c'était possible, mais ça supposait de se donner des règles communes. Et en l'occurrence, on n'a pas de règles communes planétaires. Et donc, en fait, on surexploite les ressources naturelles, on surexploite aussi les ressources intellectuelles et les ressources digitales, alors qu'on a besoin de préserver ces communs naturels, ces communs intellectuels et ces communs digitaux. Et donc, on a besoin d'apprendre à faire ça. Et donc, au lieu d'être en compétition sur les savoirs d'hier, ce qui est le système dominant dans le mode éducatif et l'enseignement supérieur, si on pouvait apprendre à coopérer pour préserver ces communs, voire les nourrir et en créer de nouveaux. Donc, on peut à la fois préserver les communs naturels, mais on peut créer des communs artistiques, on peut créer des communs intellectuels, on peut créer des communs scientifiques, on peut créer des communs digitaux. Et au lieu de les mettre aux mains de quelques-uns qui cherchent à les privatiser et à être en position d'abus de pouvoir parce qu'ils ont privatisé ces communs, on doit trouver des manières de gérer ces communs tous ensemble. Et donc, un certain nombre m'ont tendu la perche sur Planétisme, donc je vais expliciter le concept pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, la citoyenneté, vous voyez bien, ce que la planétoyenneté ou la planétizenship est à la planète ce que la citoyenneté est à la cité. Mais l'histoire de la citoyenneté, c'est l'histoire de la cité. Et les murs de la cité sont défendus par les premiers citoyens contre d'autres qui viennent d'autres cités. Mais les femmes n'étaient pas des citoyennes à Athènes, les enfants non plus et les migrants non plus. Et ben, il se trouve que pendant les Lumières, on a réinventé ce genre de concept, mais on a aussi oublié à peu près les mêmes.
Et encore aujourd'hui, dans nos sociétés, les inégalités de pouvoir font que les enfants ne sont pas des citoyens, les migrants ne sont pas des citoyens, et les femmes ne sont pas tout à fait des citoyennes comme les autres, au sens où elles n'ont pas exactement les mêmes droits, et régulièrement leurs droits sont menacés. On peut penser à l'Afghanistan, qui est un peu le cas le plus extrême, mais même aux États-Unis, un certain nombre de droits fondamentaux sont en recul, et chez nous, c'est pas très clair. Donc, on voit bien que il y a dans la crise, les crises, parce qu'il y a une espèce de métacrise, de crises imbriquées les unes dans les autres dans lesquelles on est, les replis identitaires, les discours martiaux l'emportent versus la capacité à la compassion, à la compréhension de l'ensemble des dynamiques auxquelles on est confronté. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on invente ensemble d'autres manières de faire. Donc la planet citizenship, c'est une citoyenneté planétaire consciente de notre deuxième vie, consciente, donc peut-être une humanité enfin adulte, au sens adultima, que tu citais, et une humanité capable de comprendre sa vulnérabilité, et donc capable d'inventer des manières de dépasser ça. Et donc, on réfléchit à ce que serait une université des Planetizen, avec l'UNESCO, avec l'Université des Nations Unies. Demain, on présentera des projets où des jeunes du monde entier nous ont dit quel type d'université ils voudraient, quel type d'apprentissage ils voudraient, et comment est-ce qu'ils voudraient co-construire cette université. Donc, si on co-construit cette première institution Planetizen, à mon avis, il en faudra beaucoup d'autres, mais si on co-construit une université Planetizen, c'est une université où on apprend non seulement des connaissances et des compétences, mais une éthique et une capacité à travailler dans des communautés, parce qu'on est contre le communautarisme, mais aussi parce qu'on est à la fois tous des communautés locales et une communauté planétaire, et des communautés épistémiques au sens scientifique et académique, et des communautés d'action. Et donc on a besoin... tu parlais de collective agency, on parlait aussi de collective intelligence. Moi, je parlerais d'une open CIA, donc ça fait toujours un peu rire, mais l'open CIA, c'est Open Collective Intelligence and Collective Agency. Et donc, on a besoin d'inventer cette intelligence collective et cette agentivité collective, ce pouvoir d'agir. Et donc, le pouvoir d'apprendre et le pouvoir d'agir, c'est aussi le pouvoir d'apprendre à agir et le pouvoir d'agir pour apprendre. Et je pense qu'on a besoin de faire coévoluer ces concepts simultanément, et donc co-construire une université avec les étudiants de la planète pour qu'ils apprennent à prendre soin des autres et de la planète et des communs de cette planète, et qu'ils arrivent à être légitimes par rapport à on a beaucoup parlé de syndrome d'imposteur, par rapport à ça, et comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à agir et à penser collectivement et à trouver des solutions. Et la Planet Citizenship, ultimement, c'est une démocratie planétaire qui reste à inventer. On a besoin d'inventer des solutions démocratiques aux enjeux planétaires, parce qu'autrement, on n'aura soit pas de solution, soit des solutions dictatoriales. Et ni l'une ni l'autre ne fonctionneront. Donc je pense qu'on a besoin de co-créer ce genre de choses, et le faire dans une université, c'est souvent les endroits où on peut aller de l'avant. En tout cas, ça a été le cas dans des grands moments de l'histoire, et je pense qu'il faut à nouveau réinventer ces beaux lieux en les co-construisant avec les jeunes, ce qui n'a pas toujours été le cas, bien au contraire. Un grand merci, et je vous demande de remercier Elsa Dacosta, Jean-Pierre Gou, Marina Dingue, Lola Kengen, Magali Payen, François Tadei, Maxime Velli et Jade Verda pour ce temps passé ensemble. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Pouvoir d'apprendre, pouvoir d'agir. Retrouvons-nous pour l'épisode 2 en compagnie d'Étienne Carlen et son invité du jour, le pianiste, auteur et fondateur de l'écologie culturelle, Patrick Scheider. D'ici là, je vous invite à retrouver toutes nos activités sur notre site internet learningplanetinstitute.org, ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur toutes les plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute. Learning Planet Institute.